la révolution de 1917, pour beaucoup d'entre nous, joue un rôle plus grand que la révolution de la Commune de Paris. Et puis pour pas mal d'entre nous, enfin en tout cas moi, la révolution de 89 est le prototype de la révolution que je voudrais faire. Mais la révolution de 1917 a changé l'histoire du monde, puisqu'elle a mis un régime nouveau, et on a pu confondre certains aspects de ce régime avec le socialisme lui-même. Des aspects détestables, comme la privation de liberté, mais aussi des choses qui me font rigoler. Moi, tout le monde croit que la planification, c'est une invention soviétique. Pas du tout. C'est Henry Ford qui a inventé la planification et la division du travail dans l'entreprise. Donc, il faut arrêter avec ça. Et comme les dirigeants soviétiques avaient zéro idée de comment faire, oui, ils confisquaient tout, ça, d'accord. Mais après, comment on faisait ? Le but était de développer les forces productives. C'était ça le cœur du programme. Alors en avant, on va développer les forces productives. Vous savez comment. Donc c'est pas cette étape qui m'a intéressé pour en faire la critique. À quoi bon ? C'est l'histoire, ça s'est fait bien, mal, voilà. Mais c'est le point de départ. Le point de départ. La révolution elle-même. L'acte révolutionnaire. Lénine arrive. Pardon, si je vous saoule, vous me faites signe que vous n'en pouvez plus de ces histoires. Hein. Il arrive dans un train blindé. Tout ça, il arrive et il dit, bon, très bien, ici, on va faire la révolution socialiste. Tous les marxistes, mais qu'est-ce qu'ils racontent ? La révolution socialiste, un régime féodal. Dans le bouquin, il écrit qu'il faut d'abord la république bourgeoise, gauchiste, blanquiste, c'était une injure à l'époque. Qu'est-ce que c'est que ce truc ? Vous êtes devenus fous, vous allez faire une dictature. Bon. Et les bolcheviks font ce que vous savez. C'est-à-dire qu'ils poussent, à chaque étape. Si ça vous rappelle quelque chose, c'est pas un hasard. Ils poussent à chaque étape pour que chaque étape permette d'aller un peu plus loin. Des fois, ils se plantent monstrueusement, ils se trompent sur le niveau de mobilisation et d'un peu, ils étaient éradiqués. Et puis arrive le moment où Lénine leur dit « Allez, maintenant, on prend le pouvoir, on prend le pouvoir, on prend le pouvoir. » Bon, qui va prendre le pouvoir, mes amis ? C'est du détail, non, c'est de la stratégie. C'est fondamental. Qui prend le pouvoir ? La réponse de Lénine, c'est le parti. Les camarades. Et il y a une discussion entre eux. Ne croyez pas que c'est parce que j'ai été trotskiste que je vous raconte ça comme ça. Et Trotsky dit, on va faire autrement. On va attendre la tenue du congrès pan-russe des soviets. Les soviets, c'est des conseils ou des assemblées de rond-point, ce que vous voulez, c'est toujours du pareil au même. C'est les assemblées citoyennes. Et on va attendre, et c'est lui qui va prendre le pouvoir. Mais ça change tout. Parce que c'est ce qui s'est passé, hein, c'est ce qu'ils ont décidé de faire. Quand le congrès pan-russe des soviets prend le pouvoir, c'est une formule assez relative, parce qu'ils n'ont pas été jusqu'à prendre la cabine téléphonique qu'il y avait en face où personne n'obéissait. Mais ils l'ont pris de force, sous l'égide de la démocratie. De l'époque, celle des conseils, des gens qui étaient en révolution. Il n'y avait plus de pouvoir, en fait. Eh bien, moi, je suis de cette école-là. C'est-à-dire que c'est le peuple qui prend le pouvoir par ses propres organes. Quand est-ce qu'on aurait pu faire une chose pareille ? Par exemple, en mai 68, il y avait un comité de grève dans chaque usine. On aurait pu avoir des délégués qui constituaient une assemblée nationale des comités de grève. Je sais pas, moi je dis ça comme ça, comme une idée comme une autre. Mais il y avait une issue révolutionnaire et ordonnée, organisée, plongeant en profondeur dans la population. Je n'imagine pas d'autre processus. Et alors, moi, j'imagine un processus très dans l'ordre. 1, on gagne les élections. 2, on convoque l'Assemblée constituante. 3, on révolutionne de manière citoyenne tout. Les institutions de l'État, les services publics, les services pas publics, les entreprises privées monopolistiques, et les dirigent, les gens qui sont dedans, et qui les organisent. Et quel est le statut de la propriété ? À notre goût préférable, la coopérative. Et puis, il y a la planification, et l'échelon de base de la démocratie est un échelon populaire, c'est-à-dire pas seulement les ouvriers d'usine qui font des soviets, mais ceux qui sont en études, ceux qui sont à la retraite, ceux qui sont... Bref, le peuple. Et le peuple, quelle est sa structure de base ? C'est la commune, qu'est-ce que vous voulez que ce soit d'autre ? Pourquoi on va se faire un nœud au cerveau pour inventer ce qui est déjà le résultat d'une révolution. La commune a été sans cesse le mécanisme spontané qui se mettait en place depuis le Moyen-Âge. Il ne faut pas croire qu'on a commencé à voter en 1789. Hein. On votait déjà avant. Et où on votait ? Dans les villes. Pas à la campagne. Dans les villes. Et ça donnait des conseils municipaux. Alors tantôt, par corporation, d'autres fois c'était autre chose. À Marseille,
tout le monde votait et il disait mettiez vos noblesses. Ça veut dire si tu sais faire quelque chose, tu as le droit de voter. Il y a d'autres villes où non, il fallait être membre d'une corporation. Bref, voilà le mécanisme révolutionnaire. Et quel est l'équilibre que je vois? Ne pas éteindre la capacité populaire à créer et à intervenir, et ne pas non plus être à dire, voilà, c'est la barricade permanente. On a besoin d'institutions stables, mais rien au-dessus de la démocratie. Enfin, en dessous. Rien sans la démocratie et sans la conviction. Et quand on perd, eh ben on perd. Mais on reste vivant et on recommence.